j'avais envie de vous proposer un nouveau format. Un format un peu plus intimiste, un format où j'ai envie d'échanger avec vous sur mes expériences d'allaitement. Et du coup, n'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes vos questions, toutes vos réflexions. J'essaierai d'y répondre au maximum. Et si jamais j'y arrive pas, eh ben, ça pourra donner lieu à d'autres petites vidéos de ce genre où on se retrouvera comme ça, un peu cocon, pour discuter un peu entre nous. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur ma grossesse et l'allaitement de mon grand en fait. Il y a un an, je passais les fêtes comme ça. Genre. Heureusement, je faisais pas de diabète de grossesse pour la puce, donc j'ai pu manger de la bûche. Mais effectivement, on passait Noël encore tous les trois. Et on allait bientôt être quatre. Mais j'avais encore ma petite puce dans mon ventre, juste pour moi. On n'était que toutes les deux encore. C'était autrement. Donc je voulais un peu revenir sur cette année qui s'est écoulée, sur ma grossesse et puis l'allaitement de mon doudou. Je ferai des prochaines vidéos peut-être où j'aborderai les premiers jours à la maternité, comment on a géré avec le co-allaitement, et puis les débuts du co-allaitement aussi à la maison, comment ça s'est un peu géré à la mater, et puis à la maison, comment ça s'est un peu géré. Donc voilà, je pense que je ferai plusieurs sessions de petites vidéos comme ça, où on abordera plusieurs choses en rapport donc avec ma grossesse ou mes allaitements. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je le disais, j'avais envie de revenir un peu sur comment s'est passée cette grossesse et puis comment du coup on a géré surtout l'allaitement avec Titi. À savoir que moi j'ai une grossesse, j'ai même des grossesses. En fait là je crois que je vais me faire des ennemis. J'ai des grossesses vraiment super cool. Physiologiquement, vraiment, j'ai rien à dire. Je suis fatiguée, très très fatiguée, genre je pourrais m'endormir là. Non, plaisante, mais c'est quasiment ça. Je suis vraiment excessivement fatiguée le premier trimestre, je pourrais m'endormir n'importe quand, n'importe où. Et mais à part ça, ça va vraiment. Je suis pas malade, j'ai pas de nausées, j'ai pas de baisse de tension, j'ai pas d'écœurement particulier vis-à-vis de la nourriture ou des odeurs ou des choses comme ça. Euh, j'ai vraiment physiologiquement des grossesses, mais vraiment géniales. Au contraire, alors paradoxalement, je suis très fatiguée, mais je pète le feu. J'ai une pêche, une espèce de regain d'énergie passé le premier trimestre de la fatigue. J'ai vraiment une espèce de regain d'énergie comme ça. Je suis très créative, à 1000 à l'heure, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à faire. Voilà. Donc après, pour la fatigue, bah pour le premier c'était facile, hein, je pouvais dormir n'importe quand. Pour le deuxième, j'entends encore les gens me dire mais repose-toi, mais fais une sieste en même temps que ton grand. Ou alors encore, qu'est-ce que j'ai le droit? Non mais faut que tu te reposes, hein, parce qu'après avec deux ça va être vachement dur, hein. Oui. Alors, comment vous dire que mon grand ne fait plus de sieste depuis quasiment qu'il sait marcher, c'est-à-dire ses 10 mois. Donc, je pense que comme beaucoup de mamans qui me regarderont, ben, quand on est en attente du deuxième, du troisième, etc., et on n'a pas envie on a envie de profiter encore de cette dualité, de ce trio aussi. Donc, ben, le repos, tant pis. Ce que je faisais, c'est que je m'étais adaptée aux horaires du grand. Et comme j'ai la chance qu'il se couche très tôt, il a un rythme bien propre à lui-même qui est particulier. Il se couche vraiment très tôt, donc du coup ben, j'en profitais. J'allais tout simplement me coucher avec lui, voilà. Je suivais son rythme de sommeil, comme ça je pouvais bien récupérer. Et ça nous permettait, ben, moi ça me permettait de me reposer, et puis ça nous permettait de continuer de profiter à fond. Même si, on va pas se le cacher, j'ai été fatiguée, et ben, c'était pas tous les jours évident, mais voilà, ça s'est fait. Côté allaitement, Titi a toujours tété. Mais à part à une période très précise dont je vous parle juste après, mais vraiment, on n'a pas noté de différence notable, j'allais dire. Noté, notable. Il n'y a pas eu d'événement, de déclic comme quoi, bon. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant parce qu'en fait, on a appris la grossesse de la puce assez tardivement, puisque j'étais à presque 3 mois révolus en fait. Et du coup, on aurait pu se dire que Titi allait nous mettre sur la piste en ayant un allaitement un peu différent, un peu. Rien du tout. Il a toujours tété comme de rien.
suivant ses propres rythmes, ses pics de croissance, ses pics d'apprentissage à lui. Autant vous dire que parfois c'était un peu costaud quand même. Côté fatigue, du coup, hein, voilà. Mais, euh, mais non, en fait, il a toujours eu son. Il a toujours bien tété. Du coup, ça ne nous a absolument pas mis sur la piste de grossesse. Voilà. Mais au final, ce qui a été le plus dur, j'ai envie de dire, dans cette grossesse et ce premier allaitement, c'était les nuits. Les nuits, c'était compliqué parce que les mois avançant, forcément, on devient plus ronde. Titi et moi, on a toujours dormi sur le côté. C'est-à-dire qu'il était, depuis la mater, j'avais appris ça. Donc il était sur mon côté gauche. Et en fait, moi je me tourne, lui aussi. Donc du coup, il a le sein en libre accès toute la nuit. Et là, du fait de mon ventre qui commençait à être un peu proéminent, ça devenait compliqué en fait, parce que lui, il avait plus l'aisance et moi non plus qu'on avait d'habitude. Et puis en plus, comme toute femme enceinte, les maux de grossesse faisant, j'avais besoin de me caler un peu autrement, etc. Donc au bout d'un moment, ce que je faisais, c'est que je mettais le coussin d'allaitement, on connaît toute cette fameuse technique, je mettais le coussin d'allaitement, sauf qu'en fait, ça le faisait râler, mais au plus haut point, quoi. Il ne supportait pas ce coussin d'allaitement. Mais alors, moi, ça me calait, et deux, ça me protégeait, parce que dans la nuit, il pouvait bouger, ça me protégeait des coups de pied aussi qu'il pouvait donner. Donc du coup, je le mettais, mais ça le faisait vraiment râler. Donc autant vous dire qu'il y avait des nuits où c'était côté sommeil, c'était pas ça, quoi. Il a jamais lâché le sein pour autant. Jamais. Alors, comme je disais précédemment, pendant cette grossesse, on a eu une période en fait de grève de tétée. Pendant quelques temps, une petite semaine, quelque chose comme ça, à chaque fois que Titi prenait le sein, il grimaçait, il n'aimait pas, enfin on sentait que il prenait, puis vraiment, puis il regardait le sein genre, qu'est-ce que tu me fais, c'est quoi ton truc, quoi? C'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Et je comprenais pas trop, donc moi je n'ai pas percuté plus que ça, et j'avais mis ça sur le compte de j'avais dû manger un truc, une épice, quelque chose qui lui plaisait pas, mon lait avait pas forcément un goût qui lui plaisait, donc j'avais mis ça là-dessus. Et puis en fait à cette période j'accompagnais une maman en fait dans sa démarche de relactation, donc avec elle j'avais été à une réunion d'allaitement pour discuter. Et moi aussi je discute un peu de ce qui se passe à la maison, et en fait juste avant cette réunion, genre 2 jours avant, je crois, un truc comme ça, il refusait catégoriquement de téter. Il voulait plus entendre parler du sein, quoi. Et mais vraiment, je lui présentais, il me regardait, genre, mais j'en veux pas de ton machin, quoi. Remballe-moi ton truc, là, j'en veux pas. Donc il était diversifié, donc je me paniquais pas trop non plus, mais ça n'a jamais été un gros mangeur, donc bon, ça me rassurait qu'il ait le complément en tété. Donc bon, quand même, j'en viens à parler de ça à la réunion. Et là, j'entends parler des fameuses grèves de tétée, donc quand l'enfant peut bouder le sein quelque temps, même des fois 15 jours, et puis revenir au sein, voilà, on ne sait pour X ou Y raison. Donc j'entends parler de ces fameuses grèves de tétée, puis je me dis, bon ok, il doit me faire une grève de tétée, bon why not quoi. Et dans ma tête quand même, j'étais un peu mitigée parce que moi j'avais très 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 envie d'un co-allaitement, vraiment ça me portait beaucoup, j'avais vraiment envie de connaître ça. Et d'un côté je voyais que mon petit, il était, enfin mon petit qui pour le coup évoluait, il allait peut-être se sevrer là à presque oui 1 an et demi, 2 ans, que oui on était près de ces 2 ans quoi. Donc j'avais ce petit pincement au cœur de me dire zut, il va se sevrer, puis j'aurais pas la chance, j'aurais pas la joie de connaître le co-allaitement. Donc du coup, j'étais un peu, voilà, je voulais l'accompagner bien sûr. Nous on est comme ça ici, je l'aurais accompagné dans ce sevrage si c'était ça qu'il avait décidé. Mais quand même, j'aurais eu ce petit pincement au cœur, j'étais pas prête, moi j'étais pas prête. Donc bon, passe le week-end, parce qu'ici les réunions elles sont fin de semaine, passe le week-end. Je travaillais encore à cette époque-là, donc je rentre du travail un soir, Titi s'était blessé. Comme à mon habitude, je vais pour tirer du lait pour lui soigner sa plaie, et là, 3 heures. 3 heures pour sortir 2 gouttes. Donc déjà, je me dis, c'est bizarre. Je me dis, bon, je comprends pourquoi est-ce qu'il me fait une grève de tétée. Si effectivement, même moi, qui d'habitude, bon, ça va plutôt bien, là je peine, bon, je comprends pourquoi il boude, quoi. Ça doit lui demander trop d'efforts, et puis ça doit le saouler, quoi. Et puis je sors mes 2 gouttes, et là je vois qu'elles sont dorées orange, quoi. Et alors là, ça fait tilt. Mais alors en une fraction de seconde, parce que pour Titi, mon colostrum était limite orange, je vous assure.
peut-être pas orange comme ça, mais limite vraiment bien orange quoi. Et du coup là ça fait tilt tout de suite, je me dis, mais oui, je suis passée au colostrum, voilà pourquoi il boude. Et donc là, ni une ni deux, j'ai commencé à lui verbaliser, et en fait je me suis mis à sa hauteur en termes de mots, en termes d'explication. Et bien je lui ai expliqué que là maintenant, il y avait de l'eau dans les seins de maman, et que le lait reviendrait quand bébé sortirait de mon ventre. Bon, ça a eu l'air de le satisfaire, et puis un matin de cette même semaine où je fais ma vaisselle, il me regarde, et puis il m'interpelle en me disant l'eau, le nez, oh, tété, maman. Donc dans ces mots à lui, il essayait de m'expliquer le parallèle entre il y a de l'eau dans le robinet comme il y a de l'eau dans les seins de maman. Et alors là, bon, j'ai tout arrêté, je me suis mise à sa hauteur. Moi, j'ai effectivement repris ses phrases en disant oui, il y a, dans les seins de maman, il y a de l'eau, oui, de l'eau comme dans le robinet, tout à fait. Mais tu sais, le lait reviendra quand le bébé sortira du ventre de maman. Quand ta soeur sera là, il y aura de nouveau du lait. Donc on a beaucoup verbalisé. Et ça pendant bien un quart d'heure de même discussion, de mêmes mots, vraiment, voilà, on a répété quoi. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, vraiment ce moment-là, je crois que c'est un des moments de ma grossesse avec la puce dont je me souviendrai vraiment, parce que c'est extraordinaire de voir comme il s'est approprié l'information, comme il a intellectualisé ce qui était en train de se passer dans mon corps, mais qui avait des répercussions pour lui au final. C'était vraiment extraordinaire de voir que ça faisait sens dans sa tête en fait. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. À partir de là, il a demandé des biberons de lait en fait. Donc nous on lui a donné du lait végétal avec un petit peu de chocolat ou pas, ça dépendait. Et puis donc il a fait cette demande là, il les avait. La journée pas trop, un petit peu quand j'allais au travail, mais pas non plus. Bon, il était diversifié, puis il avait plein de choses à faire, donc bon, pas tellement. Mais par contre la nuit, vraiment, il pouvait, je crois qu'une nuit il s'en a enfilé quand même 3. Et on voyait vraiment qu'il était à la recherche du côté nourrissant qu'il n'avait plus dans le sein, parce qu'en fait il faisait quelque chose de très rigolo. Quand on est ensemble, vous savez, on dort que d'un œil, alors du coup on voit beaucoup de choses se passer. Il prenait une gorgée de biberon, il ne l'avait pas avalé, qu'il venait tout de suite se mettre le sein dans la bouche, et il avalait sa gorgée de lait seulement avec le sein dans la bouche. Donc on voyait bien qu'il était allé chercher dans ce biberon de lait tout l'aspect nourrissant qu'il n'avait plus avec le colostrum en fait, tout simplement. Et ça c'était aussi très extraordinaire, très drôle à voir, parce que d'instinct il a su qu'il lui manquait quelque chose, mais il n'avait pas envie de s'arrêter de téter. Oh là non. Preuve, il tète encore, il a 3 ans maintenant. Donc il n'avait pas du tout envie d'arrêter cette succion, ce besoin-là. Mais il avait compris qu'il lui manquait quelque chose, quoi. Et donc, ce biberon de lait, il a été là. Donc, à peu près, j'ai eu mon colostrum à peu près vers 6 mois, je dirais, quelque chose comme ça. Et il a été là jusqu'à la fin, jusqu'aux 5 jours que je rentre de la maternité. Je suis restée 5 jours à la maternité, mais ça, je vous le raconterai une prochaine fois. Jusqu'à ce que je rentre de la maternité, il y a eu ce biberon qui était là. Et vraiment, j'ai senti qu'il prenait conscience aussi de la présence de sa sœur comme ça en fait, parce que jusque là c'était assez abstrait, on faisait des lectures, on lui faisait écouter mon ventre, il faisait des caresses, des câlins, il avait conscience de certaines choses, mais c'est vrai que puis il avait conscience de certaines choses du fait de mon état physique, parce qu'effectivement il pouvait plus téter lui comme il voulait, là où il aimait se mettre en bébé entre mes jambes en tailleur, il n'y avait plus la place, grosso modo je mets quand même un bon bidon, donc ça prenait de la place. Et puis on a dû tout aussi apprendre de nouvelles choses, c'est-à-dire qu'on a mis en place, je lui expliquais que maintenant il y avait un bébé dans mon ventre, que là ça prenait de la place, que je pouvais plus le prendre sur les genoux, mais que le sein était toujours là, était toujours libre, et que ce qu'il pouvait faire il était assez grand pour se mettre à côté de moi et continuer à téter. Donc pendant presque toute la grossesse, oui, milieu, fin de grossesse, quand je commençais vraiment à être un peu ronde et que j'en pouvais plus de lui sur mes genoux, et on avait adopté la position de rugby au final. Il mettait son corps en arrière, ses jambes derrière moi, et puis en fait sa tête sur mes genoux, et comme j'avais une poitrine assez bien prononcée, il suffisait que je me penche très légèrement pour qu'il ait accès au sein, et du coup il se mettait comme ça pour téter, du moins en journée, et ça lui allait très très bien. Donc voilà, il y a eu
il a de fait jamais arrêté de téter pendant toute la grossesse, malgré cette petite grève qui a duré, de mémoire, que je ne vous dise pas de bêtises, cette grève elle a dû durer une semaine. Vraiment, ben en fait tout le processus, le temps de je n'en veux plus, le temps que moi je comprenne ce qui se passait, le temps qu'on verbalise, et du moment où on a verbalisé, où le biberon est entré en place pour la nuit, surtout, et ben il est revenu à téter normalement. Et il a jamais quitté le sein en fait. Mais vraiment jusqu'à quelques heures avant que j'accouche, puisque je vous l'expliquerai, j'ai eu une césarienne programmée. Et du coup, je savais exactement à quelle heure je rentrais, à quelle heure donc il a tété. Il est venu à la maternité un peu avant l'opération, donc vraiment, il a tété quasiment jusqu'au bout, quoi. Puis après aussi, hein, mais ça je vous le raconterai la prochaine fois. C'est marrant parce que j'ai qu'une seule photo de cet allaitement pendant la grossesse, mais elle est très très belle parce qu'il est à Califourchon. Je pense que sur mon Instagram, je crois qu'elle y est, et sur mon blog de toute façon elle y est. Et j'ai une photo où effectivement il est à Califourchon, j'ai mon gros ventre et il est à moitié sur le côté, en train de téter, et on voit que il a envie, quoi. Il a jamais lâché ça. Et c'est très très drôle. Enfin, moi j'en garde des souvenirs vraiment fatigants, mais je crois qu'en fait j'ai éludé le côté fatigant et que j'en garde vraiment de super souvenirs. Donc voilà, c'était ça ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, cet état de grossesse dans lequel j'étais il y a encore un an. Et puis cet allaitement avec mon grand qui a perduré pendant la grossesse. J'ai vraiment eu la chance qu'il ne s'arrête pas de téter pendant la grossesse, parce que je sais qu'il y a quelques enfants, peut-être pas tous, mais il y a quand même quelques enfants qui s'arrêtent pendant la grossesse de leur maman. Donc j'ai vraiment eu cette chance-là incroyable et de vivre ça, et c'était vraiment super. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas en commentaire, j'essaie d'y répondre. Et puis en attendant, je vous souhaite à toutes une belle voie lactée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de ce type un peu cocooning, un peu juste entre nous, pour vous raconter encore plein de choses. Et comme c'est les fêtes de fin d'année et qu'on est tous et toutes généreux, et je veux bien que tu t'abonnes, que tu lâches un pouce bleu et pourquoi pas que tu laisses un commentaire. Ce serait tellement sympa. Et en plus, moi, ça m'encouragerait et ça me ferait chaud au cœur tout simplement.